Un autre regard sur la bipolarité. Partie 5. Par Benjamin Nemopod. N-E-M-O-P-O-D-E. Londres. Je suis parti avec un gros sac, un peu d'argent et une adresse de quelqu'un prêt à m'héberger quelques jours. J'étais déjà venu 2 fois quelques jours dans les Youth Hotels. Mon anglais était très mauvais, mais malgré cela j'ai trouvé un logement puis régulièrement du travail. J'ai pu laisser en France une image que les autres me renvoyaient et qui ne me correspondait plus. Je ne sais pas exactement ce que pensent les autres de cette maladie. D'ailleurs les autres, je les comprends de toute façon de moins en moins. L'avantage en Angleterre est que je ne parlais pas de ma maladie. Moi je la savais existante, mais j'ai longtemps été là-bas le seul à le savoir. L'Angleterre, Londres devrais-je peut-être dire, est un pays où tout le monde est considéré différent, car tout le monde est différent. Pour moi, le français cherche à devenir un cliché. Ils sont presque tous des clichés. J'habitais une maison partagée, à Camberwell, pour ceux qui connaissent, London SE5. Nous étions 8. Lorsqu'un partait, nous passions une annonce dans le journal et recevions alors des visites. J'ai vu passer et cohabiter de nombreuses personnes. Il était bien de ne pas vivre seul. J'y suis resté 4 années et demie. Je me suis remis à écrire, mais cette fois un roman m'est venu. Je l'ai travaillé et fini. J'en suis tout à fait fier. Beaucoup de poésie aussi. Il y a quelque chose de très romantique avec l'écriture. Surtout lorsque vous vivez vraiment avec elle, voire pour elle, qu'elle vous accompagne presque en permanence. Je me promenais aussi beaucoup et mes différentes périodes de travail m'ont fait connaître plusieurs quartiers de Londres. Être dans un des pays étrangers vous met en éveil, et parler une autre langue fait en quelque sorte construire une autre structure à votre moi. Je peux dire que je ne suis pas exactement la même personne lorsque je parle anglais. Je préfère d'ailleurs parler anglais, vivre en anglais. Je prenais mon lithium, et n'avais pas besoin de voir spécialement un médecin pour le renouveler. Je glissais ma demande de renouvellement dans la boîte aux lettres du dispensaire, et venais retirer l'ordonnance par la suite. Même si j'avais encore tendance à la dépression, et que j'étais psychologiquement sensible et fragile, je n'ai pas eu d'épisode sérieux, aucune consultation ni hospitalisation. J'ai été serveur, employé d'usine et autres, mais j'ai vite compris que les études de marché me permettraient de vivre correctement. Parler le français fut dans ce cas bénéfique. J'ai aussi connu une histoire d'amour, la seule véritable histoire d'amour après l'échec de mes 20 ans. Ces années à Londres furent bien meilleures que bien des précédentes. Réflexion. J'ai toujours l'impression d'être à la recherche de quelque chose que j'ai perdu, de manquer de ce quelque chose. Je ne sais pas comment l'appeler. Une humeur, une intelligence, un moi, quelque chose que je possédais avant ma première chute et que je cherche perpétuellement à retoucher, à ressentir, à retrouver. Qu'est-ce que le moi, puisqu'il semble pouvoir être détruit dans ces épisodes? Que reste-t-il de lui ensuite? Que reste-t-il de moi? Montréal. Je suis parti à Montréal comme j'étais parti pour Londres, avec un gros sac et un peu d'argent. Cette fois-ci, c'est à l'auberge de jeunesse que j'avais décidé d'atterrir. C'était au moment des élections en France, donc avril 2002. Les dernières années à Londres, j'avais petit à petit monté un dossier pour obtenir un visa permanent canadien. Le fait d'être bilingue et d'avoir pu déjà migrer et travailler dans un autre pays que mon pays d'origine me donnait pas mal de chance. Au bout d'une longue procédure, je l'ai effectivement obtenu. En 1996, j'avais déjà passé 2 très agréables semaines au Québec. J'avais très envie d'essayer d'y vivre. Montréal est une ville très agréable et c'est vrai que son plateau est comme un village. C'est là justement que j'ai trouvé un appartement, avenue des Érables pour ceux qui connaissent. Un 3 pièces partagé avec une jeune fille, Marie-Claude. Elle avait alors 20 ans je crois, dans un petit immeuble, machine à laver au sous-sol. J'ai commencé à travailler en septembre, dans un grand collège privé très réputé. Je m'occupais des 13-14 ans que j'encadrais, surveillais et avais une heure en études dirigées. Heure pendant laquelle ils faisaient leurs devoirs aidés par 2 étudiants en cas de difficulté. Le directeur était ecclésiastique, mais la religion n'intervenait en rien dans l'éducation. Il y avait 3 sous-directeurs, 2 hommes et une femme, et j'étais sous la responsabilité de l'un d'eux. Il était très sympathique et mériterait que je pensionne son nom. C'était sa dernière année, il était critiqué par les profs, mais je trouve qu'il tenait tout à fait bien son rôle. Je portais le titre d'éducateur. Nous étions 2 éducateurs par niveau. Il y avait aussi un certain pas très clair, responsable quant à lui des absences. Souvent nous suivions ses instructions, mais en aucun cas il était censé être mon supérieur.
Pendant, pendant longtemps, tout se passa très bien. Les élèves étaient formidables. Cela me changeait. Je n'avais jusque-là connu que des primaires. Le parc La Fontaine était tout près de chez moi. C'était un très beau parc urbain et en hiver il était tout simplement magnifique. Son plan d'eau devient patinoire et la neige décide de tout le reste. Il y a beaucoup d'écureuils dans ce parc, des écureuils gris comme ceux de Londres. Il y a un climat différent dans cette ville de ce que l'on peut trouver en France et il y plane un air de bien-être peu commun. Dans la rue, les gens sont tout à fait cordiaux et leur tutoiement fort agréable. J'ai rencontré un couple un soir dans le parc, soir où avec Marie-Claude nous avions bu un peu et étions sortis en profiter. Je les ai rencontrés dans le noir, c'était amusant. Lui est devenu mon ami. Ils se sont séparés par la suite. Saïd était chercheur à l'université, spécialiste du cerveau, principalement la mémoire et les drogues. Il est ensuite venu vivre tout près de chez moi et ce fut très pratique. J'ai acheté un ordinateur et j'ai pu travailler à un second roman. Je me suis mis à peindre aussi. Marie-Claude a finalement déménagé et sa chambre est devenue mon atelier. Peindre me procurait beaucoup de plaisir. J'utilisais surtout des gels acryliques pour des œuvres où la nature, que l'on sent si forte là-bas, et la lumière d'hiver à Montréal lorsque le soleil éclaire la neige, avait une influence prégnante. Saïd appréciait beaucoup mon travail. Chaque œuvre finissait empaquetée soigneusement en vue d'une exposition à venir. Je participais aussi à une émission sur une radio locale. C'est par pur hasard que j'avais croisé l'animateur et qu'il m'avait demandé de venir présenter la scène française alternative dans son émission. Je me suis toujours intéressé à la musique sans finalement jamais en faire. Je suis beaucoup allé aux concerts, dans des petites salles parisiennes, Élysée-Montmartre, Divan du Monde et Arapaho, mais aussi à Londres. Nous enregistrerions tous les dimanches après-midi. Je me souviens avoir interviewé Vincent Delerme. J'étais plutôt heureux d'être là-bas. J'avais pris un rat pour compagnon, Arthur, et je l'ai laissé libre dans l'appartement. Mais c'est au-dessus du frigo où il trônait qu'il passait le plus clair de son temps. Je ne sais plus quand l'incident est arrivé, mais je ne l'ai pas vu venir. Je pense que c'était en février. Le responsable des 17 ans à l'école est parti pour un autre travail, et ils m'ont proposé de le remplacer. J'étais très attaché aux miens. Je n'avais pas envie de les quitter et nous avons trouvé un arrangement pour que je puisse m'occuper des deux tranches d'âge en même temps. J'avais ainsi toujours les plus jeunes aux heures des repas et en études, où je les aidais moi aussi à faire leurs devoirs. La surveillance seule est bien ennuyeuse et avec l'accord enthousiaste de mon supérieur, je m'additionnais aux aides aux devoirs, mon niveau scolaire me le permettant. Tout ceci a agacé pas très clair, sans que je m'en aperçoive. La confiance que nos supérieurs m'accordaient, mais aussi ma relation avec les élèves, qui était très bonne. Un jour, au moment de l'étude, il m'a coincé dans une pièce du fond et a commencé à me crier violemment dessus. Il s'est aussi mis devant la porte pour m'en barrer le passage. Certains élèves assistaient à la scène, la porte étant vitrée. Nous sommes finalement rendus dans le bureau de notre supérieur direct qui me donna raison. Mais je ne voulus pas en rester là. À ma demande, j'ai eu un entretien avec le principal directeur. Je voulais qu'il soit clairement signifié à pas très clair que s'il recommençait ce genre de choses, ce serait le renvoi. J'étais très tendu par tout cela, et je devais continuer à travailler avec lui comme si de rien n'était. Je n'ai pas eu de réponse satisfaisante, et j'ai dû décider de démissionner. Je pensais avoir tout à fait raison de le faire. Raison ou tort d'avoir pris cette décision un peu précipitée, je ne me pose plus cette question. Cette agression a tout détruit autour de moi, toutes ces années de lutte pour me réintégrer à la société et tenter d'y vivre heureux. Il y a des événements de vie qui sont pour la plupart des gens surmontables, mais pour le bipolaire, chaque événement douloureux peut le conduire au cauchemar, comme s'il avait dépassé depuis longtemps sa tolérance au chagrin. L'arrivée du cauchemar. Au début, j'ai cru que j'allais y arriver. Il faut dire qu'avant l'incident, j'allais bien. J'ai cru que je pourrais vivre sans le collège. Alors je me suis mis à chercher du travail tout en passant mes journées à peindre et à écrire. J'ai ainsi trouvé quelques heures pour un nouvel emploi. Des études de marché comme en Angleterre, mais cette fois-ci face to face. J'étais dans un grand centre commercial et j'invitais certains passants, toujours des femmes, reines des consommateurs, à essayer quelques produits et de répondre à une étude sur ce même produit. Un paquet de lessive ou je ne sais quoi d'autre. On parlait packaging, habitudes de consommation, etc. Il n'était pas question de vendre. Parfois d'ailleurs nous avions des prototypes. C'était amusant, ça me plaisait, mais constituait que peu d'heures. Je continuais aussi le show radiophonique. Mais,
Petit à petit, en parallèle, sournoisement devrais-je dire, le chagrin faisait son travail. Je continuais pourtant à aller bien, je pensais surmonter. Mon expérience de peinture devint presque surnaturelle. Pour moi, ce que je faisais avait à voir avec de l'expressionnisme abstrait. Disons ce que je faisais avec la matière était la base de la construction. Une sorte de Jackson Pollock, mais dont le processus serait plus sage et qui deviendrait au final, comme par enchantement, figuratif. Mes sens ont commencé à se développer de façon spectaculaire. Tout devint plus intense. Mon roman lui aussi de ce fait plongeait dans le surnaturel. Je sentais de nouveau ce que j'avais ressenti à Paris, avant Maison Blanche, un ailleurs. J'avais trouvé une petite annonce qui me plaisait. Je ne sais plus comment cela était formulé, mais je suis allé voir. Patrick il s'appelait, roue de médecine et autres communications extrasensorielles. Il était plus jeune que moi et me raconta son histoire. Nous étions tous deux assis face à face sur un joli tapis. Il lui arrivait de communiquer avec les morts. Cela avait commencé avec sa mère, me dit-il. Elle était morte lorsqu'il était encore jeune. Sa mère communiquant ensuite avec lui, parfois d'autres communiquaient aussi. Ce qui est fascinant avec ces gens-là est que s'ils sont en réalité psychotiques, ce que je ne dis évidemment pas, leur délire est parfaitement ancré dans leur réalité. J'y étais à la fois par curiosité et pour me confier un peu quant à ce divin que je ressentais. Aucun esprit ne va nous rendre visite, mais j'ai un excellent souvenir de ce moment. Lorsque vous devenez spirituel, il est toujours bon d'en rencontrer d'autres, de partager ensemble, voire de sentir ensemble. Enfin, toujours bon, je ne sais pas, toujours intéressant sans aucun doute. Quand j'en ai vu un second, il était plus âgé et plus étrange. Je lui ai avoué mon intention de l'ailleurs, mon intuition de l'ailleurs. Mais alors que pour moi, cet ailleurs n'était peuplé que d'entités bénéfiques, il m'affirmait comme avec certitude que les forces du mal y étaient aussi présentes. Je ne peux m'empêcher de penser que je suis en France et que ces personnes vont de ce fait prendre des imaginaires douteux dans l'esprit des lecteurs français. Il y a une intolérance spirituelle en France, vous savez. Dites Dieu à un Français et God à un Anglais, par exemple, et vous verrez les réactions que vous obtenez. Leur chasse aux sectes n'a pas d'équivalent au Canada. Il y règne une possibilité mystique. Possibilité qui était déjà là. Les Indiens ont laissé des traces. J'avais acheté des pierres semi-précieuses, je fumais de la sauge. Le premier incident dont je me souviens est que l'on m'a retrouvé un jour nu dans un palier d'habitation, dans un couloir. J'avais même sonné, je me souviens, à une porte et l'on m'avait ouvert alors que j'étais nu. Je crois que c'était une femme qui a ri en me voyant et a dû appeler les flics. Je me suis retrouvé à l'hôpital psy. Je ne me souviens pas vraiment de cette hospitalisation, juste d'être sorti rapidement et d'avoir passé une nuit chez Saïd avant de retourner chez moi. Je me souviens d'une autre hospitalisation et probablement d'une troisième. Je mélange un peu. Je me souviens que Saïd un jour m'y a conduit et que j'y ai passé une nuit avec Arthur que j'emportais parfois avec moi. Je me souviens en tout cas très bien d'une scène. Il y avait un certain Jean-Sébastien avec moi. Ce qu'il faisait là, je ne le sais pas. Il l'avait ramassé dans le parc, m'a-t-il dit. J'étais très haut. Il était très haut. Et comme si nous n'étions pas là par hasard. Très vite, nous étions dans une communication parallèle. Nous communiquions ailleurs ensemble. Moi à l'autre, par son intermédiaire. C'est étonnant comme il est difficile de décrire ce genre de communication. Elle est aussi sensorielle. À un moment, nous marchions ensemble dans ce petit bout de couloir et j'ai pénétré dans une chambre. Un jeune homme dont le nom était affiché, Jean-Nicolas, y était allongé. Une fleur dans un pot d'eau posée sur le sol à côté de son lit. Je me suis approché et ai senti la fleur. « Tu la sens ?» lui ai-je demandé. Voulant dire, « Sens-tu la fleur à travers moi ?» Comme si son cerveau recevait l'information en même temps que moi. Il a parfaitement compris et m'a dit oui. Il a aussi rajouté, « Je n'avais pas compris pourquoi je restais 2 jours de plus. Maintenant j'ai compris. » Si un jour vous lisez ces lignes, Jean-Sébastien et Jean-Nicolas, sachez que je me souviens de vous et que je vous aime et que je n'ai pas pu aller vers le point rouge du parc. Ensuite ils nous ont séparés, moi et Jean-Sébastien, et je me suis retrouvé dans une autre section. C'est suite à cette hospitalisation que je me suis écroulé. Quand je suis sorti, j'ai compris que la mélancolie revenait et qu'elle allait m'attraper. J'ai vu l'horreur arriver, et j'ai tout fait pour me battre encore alors que tout se déglinguait.
et j'ai glissé. Dans le gouffre, l'horreur, une douleur jusqu'à la mort et qui détruit tout. Je connaissais, j'en avais la malheureuse expérience. Mais là j'étais seul. Tout le pathos de la démission a ressurgi. La mort rôdait. Que faire? Pour ceux qui ne connaissent pas la mélancolie, il faut dire que dans la mélancolie, la douleur atteint des degrés inimaginables pour un être sensé. La douleur dépasse la raison. J'ai tenu plusieurs mois en tout cas, mais n'ai fini que douleur. Je me souviens être parti en vacances avec un ami venu me visiter, et du calvaire que ce fut pour lui et moi. Je me souviens même avoir réussi à retrouver du travail pour la rentrée suivante, et d'être absolument incapable de le faire. Oui, j'ai lutté, mais il n'y avait rien à faire. Le monstre allait de nouveau gagner. Ma mère est venue pour me rapatrier en France. Elle a eu beaucoup de courage et a lutté contre des propos très défaitistes. Je ne pensais jamais pouvoir arriver à prendre l'avion et je lui ai dit. Je n'étais qu'un être allongé sur le sol et qui souffrait. Je n'ai que très peu de souvenirs de ce voyage, juste me réveiller et être prié par une hôtesse, moi et ma mère, de sortir de l'avion, car nous étions les derniers. J'étais mélancolique et de retour en France. Les jours tristes. Je recompose plus que je me souviens de la suite des événements. Je suis allé à l'HP tout d'abord. Un HP du 93, quelques jours, mais il a semblé tout de suite clair au médecin que je ne pourrais pas vivre ma mélancolie dans ce lieu et elle m'a transféré dans une grande clinique de la région parisienne. C'est un certain docteur J qui m'a reçu. J'étais dans un drôle d'état, comme sonné par la douleur. Je pense que cette hospitalisation a duré plusieurs mois. Le docteur J a voulu lire mes romans et je lui ai passé copie. Ce fut une erreur. Il a ensuite décrété que j'étais écrivain et essayé de me forcer à écrire, une sorte de tentative de sauvetage par l'écrit. Mais je ne le pouvais pas. Ne comprenait-il donc rien à mon état? Il me faisait parfois attendre des heures dans la salle d'attente alors qu'il m'avait appelé pour un rendez-vous. C'était son grand jeu, faire attendre ses patients. Il devait considérer cela comme thérapeutique. Assis en face de lui, il m'écoutait à peine, et rien n'avançait. Il y avait un grand tableau au mur, on aurait dit une immense bouse d'excréments. Un jour, il m'a même emmené à Sainte-Anne pour un mercredi, pour une présentation de malade. Un double diagnostic à ce qu'il disait. Tel un singe, je me suis retrouvé parmi une assemblée de médecins, ou élèves, autour d'une sorte de maître que je semblais beaucoup amuser. Mais rien n'avançait, et certainement pas l'écriture. C'est là que je me souviens d'Anne. Depuis combien de temps y étais-je? Je ne saurais pas dire, mais Anne a changé la donne, car j'en suis tombé amoureux. Allais-je mieux? Je ne sais pas vraiment, mais j'arrivais à ressentir. La première fois que je l'ai vue, elle peignait une chute de femme au fond de l'atelier d'ergothérapie. Elle avait fait les beaux-arts. Elle était très belle. Je crois que c'est elle qui m'a donné un baiser un soir. Je me souviens d'un autre personnage. Lui avait écrit un scénario et voulait qu'il soit tourné par Pacino et De Niro, sinon il se donnait la mort. Il comprenait bien que cela était quasi impossible, et c'est justement pour ça qu'il voulait se donner la mort. Je ne sais pas ce que valait son scénario, mais je sais que le docteur J ne voulait pas le laisser sortir. Anne avait une chambre juste au-dessus de la mienne, et c'est avec grande surprise que je vis un soir une bouteille descendre par la fenêtre au bout d'une ficelle. Une petite bouteille d'eau vide et contenant un message. Nous avons commencé à communiquer ainsi. Si romantique. Et puis il y a eu la sismo. C'est moi qui l'ai finalement demandé. La sismo, ce sont les électrochocs modernes. Sous anesthésie générale, on crée une crise d'épilepsie par décharge électrique dans le cerveau. On pratique la sismo en cas de dépression lourde ou de mélancolie lorsque le sujet ne réagit pas aux antidépresseurs. Au réveil, vous ne vous souvenez plus de rien. Même votre nom semble difficile à trouver. Puis les souvenirs reviennent petit à petit. Mais à long terme, il est toujours difficile pour moi de me souvenir des périodes liées à la sismo. La sismo est évidemment un traitement lourd, mais dans de nombreux cas, elle est efficace. Je suis peut-être allé mieux par moments grâce à elle, mais cela n'a pas duré. Puis je me suis retrouvé à l'hôpital psychiatrique sans trop savoir comment. Anne, juste sortie, je crois, avait écrit une lettre au docteur J en disant que j'avais entre autres essayé de l'étrangler. Lui ne m'a pas donné d'explication. Et le pire est que j'ai dû vivement insister pour récupérer mes romans. Il voulait les garder. Je n'ai évidemment pas essayé d'étrangler Anne. J'ai revu Anne d'ailleurs, après,
Elle avait fait cela comme un trait de sa pathologie, dirons-nous. Elle avait des antécédents de ce genre. Elle n'était pas suivie par le docteur J, mais il aurait pu se renseigner auprès de son collègue avant de prendre bêtement cela pour argent comptant. Ce médecin est une nuisance. Il met des vies en danger par sa bêtise. J'insiste un peu car j'ai ensuite découvert un article de lui dans une revue spécialisée. Cela s'appelait « La folie est-elle une idéologie ?» C'est la psychiatrie, bonhomme, qui est une idéologie. À l'HP, j'ai revu le même médecin que la première fois. Elle m'a cru. « Vous n'avez pas de chance, monsieur Jobsquare, m'a-t-elle dit. » Et j'ai changé de clinique. Nouvelle série de sismos. Sans résultat. Le médecin cette fois était un rigolard qui ne se prenait pas comme l'autre pour un intellectuel, et cela s'est mieux passé. Je suis pourtant resté plus de 4 mois. Je ne prenais plus de lithium. Je crois que c'était une idée de l'idéologue, afin de se concentrer sur la dépression. Au bout d'un moment, je suis allé mieux, mais je n'avais rien pour me loger en France, ni de finances pour vivre. Fin de la partie 5. Un autre regard sur la bipolarité, par Benjamin Nemopode. Nemopode. Disponible en e-book sur Amazon. Merci beaucoup et à la prochaine partie. Début de l'éveil.